Le temps est précieux, mais l'information demeure une denrée périssable. Mesdames et messieurs, merci de nous joindre à cette grande édition d'information sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Tout de suite, voici l'essentiel de l'actualité. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, envisage engager la RDC dans un plaidoyer international pour la reconnaissance du génocide congolais. Il a fait cette déclaration lors de la 53e réunion du Conseil des ministres. Le précision dans ce journal. Controverse sur la toile autour de l'ouverture du procès de l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Que doit-on retenir de son absence lors de la première audience à la haute cour militaire? La classe politique congolaise s'interroge. Le précision dans quelques instants. C'est samedi 26 juillet 2025, le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Edi Limolangi, a procédé au lancement des travaux d'assainissement et la lutte contre le marché ainsi que le garage pirate dans la ville-province de Kinshasa. Une fois de plus, mesdames et messieurs, merci d'être branchés. Démarrons par la 53e traditionnelle réunion du Conseil de ministres présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la cité de l'Union africaine pour la propriété dans la ville-province de Kinshasa. Le président de la République a ordonné de responsabiliser chaque niveau de gouvernance locale du bourgmestre au chef de rue. Regardez. Le président de la République tient à ce que l'image de Kinshasa, miroir de notre pays, reflète l'ordre, la propreté et le sens de responsabilité. Conscient de l'importance d'un cadre de vie sain pour la santé et la dignité de nos concitoyens, il a rappelé avoir personnellement lancé, le 19 octobre 2020, le programme Kinshasa Bopeto, un projet ambitieux de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Ces programmes, au-delà de son cadre local, devaient inspirer toutes les autres villes de la République. Cependant, force est de constater que les défis à relever dans les domaines de la salubrité demeurent immenses. Il y a là manifestement des raisons de prendre des mesures drastiques qui s'imposent. L'amélioration du cadre de vie des Kinshasa est une priorité qui appelle à un engagement sans relâche pour faire de notre capitale une ville propre, vivable et digne du prestige de notre nation. Dans cette perspective, il en a appelé à un sursaut d'orgueil collectif. La lutte pour un environnement propre ne saurait être l'apanage du seul gouvernement. Elle exige la mobilisation de tous, dirigeants comme citoyens. Il a engagé en conséquence le gouvernement provincial de Kinshasa, en collaboration avec le ministre délégué près le ministre de l'Urbanisme et Habitat, en charge de la politique de la ville, sous la coordination du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à prendre sans délai les mesures suivantes. Responsabiliser chaque niveau de gouvernance locale, du bourgmestre au chef d'avenue, pour faire respecter la discipline de propreté dans chaque entité de la ville. Redynamiser la brigade de salubrité, la doter de moyens humains, matériels et juridiques nécessaires, y compris les mesures de coercition pour faire respecter les normes d'hygiène et ramener tous les citoyens à une culture de propreté. Restons dans la même lignée consacrée à la traditionnelle réunion du Conseil des ministres. Retenez que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut engager la République démocratique du Congo dans un plaidoyer international pour la reconnaissance du génocide congolais. Suivez. La communication du président de la République a porté sur deux points principaux, à savoir 1. De la commémoration de la journée du Génocide et du lancement du plaidoyer pour sa reconnaissance internationale. Le président de la République a commencé par rappeler que la date du 2 août est désormais consacrée en vertu de l'article 28 de la loi numéro 22/65 du 26 décembre 2022
à la commémoration des victimes de violences massives qui ont endeuillé notre nation depuis plus de 3 décennies, ainsi qu'à l'hommage rendu à celles et ceux qui leur ont porté secours. Il a souligné que les génocaustes ne se limitent pas à la réparation de survivants. Ils constituent un appel national à la vérité, à la justice et à la non-répétition. C'est une invitation à assumer nos responsabilités historiques et à bâtir une mémoire collective autour de l'idéal « n'est jamais oublié, n'est jamais répété, commencer à guérir ». La Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes et le Fonds national de réparation de victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, avec le soutien du gouvernement, mènent un travail de fond dans le cadre du processus de justice transitionnelle. Après la table ronde du 29 mars et les forums sur les réparations du 1er au 4 juillet 2025, le président de la République a noté qu'un colloque international s'ouvre ce 29 juillet 2025 à Kinshasa sur la reconnaissance des génocides commis en RDC avec la présentation d'un argumentaire documenté à l'appui. Dans le prolongement de cette appropriation mémorielle, le président de la République entend engager notre pays dans un plaidoyer international pour la reconnaissance du génocide, notamment à la 60e session du Conseil des droits de l'homme et à la 80e Assemblée générale des Nations unies. Le gouvernement, à travers le ministère des Droits humains, en collaboration avec la CIAVAR et le FONAREF et nos missions diplomatiques, est appelé à élaborer une stratégie globale et progressive mobilisant toutes les forces vives de la nation et de la diaspora pour faire entendre la voix de notre peuple et honorer la mémoire de nos millions de martyrs. Rendons-nous cette fois-ci au Parlement. Le bureau de l'Assemblée nationale était en séance de travail avec le membre du gouvernement de l'Union sacrée de la nation en vue de baliser le chemin pour l'élaboration du budget en prélude de la rentrée parlementaire prévue au mois de septembre prochain. Suivez. Le bureau de la Chambre basse du Parlement, conduit par son président Vital Kamerhe, a échangé ce jeudi 24 juillet 2025 au Palais du Peuple avec une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État en charge du budget Aimé Boger, qui a représenté la première ministre Judith Suminwa empêchée. Était également présent le ministre des Finances Doudou Famba et la vice-ministre Onej Nsele. Initiée par le président de l'Assemblée nationale qu'accompagnait d'autres membres du bureau, cette réunion visait une harmonisation des vues entre les deux institutions en prélude à la session budgétaire de septembre qui pointe à l'horizon. Lors de cette session, l'Assemblée nationale devra examiner le projet de loi portant reddition des comptes du budget 2025 avant le projet de loi des finances exercice 2026. Le professeur Vital Kamerhe a insisté sur l'orthodoxie budgétaire en tenant compte des priorités du pays dans la question sécuritaire. Pour les speakers de la Chambre basse du Parlement, le retour de la paix et la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo constitue la priorité des priorités. Vital Kamerhe a recommandé au gouvernement de poursuivre les efforts dans ce sens, mais sans compromettre l'amélioration du social des Congolais, la rémunération des fonctionnaires de l'État, les investissements et les bons fonctionnements des institutions de la République. Le président de l'Assemblée nationale a réitéré le soutien du bureau de la Chambre basse du Parlement aux efforts diplomatiques conjugués par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le gouvernement souminois pour le retour d'une paix durable dans la partie orientale du pays. De ces points de vue, le gouvernement et l'Assemblée nationale regardent dans la même direction, a fait savoir à la presse le président de la Commission économique et financière, Guy Mafuta Kabongo, au sortir de la réunion. Nous avons observé une attitude de soutien au gouvernement, de soutien à l'institution présidente de la République qui se bat pour que la paix regagne notre territoire national. Vous savez, aujourd'hui, face à ce que vivent nos compatriotes à l'est du Congo, face à l'occupation de notre territoire national, il n'est pas question de s'entretuer, il n'est pas question de continuer à discuter alors que la souffrance ne fait que continuer. Quant aux préoccupations sur les dotations du gouvernement à l'Assemblée nationale, le président de la commission ECOFIN a fait savoir que cette question était subsidiaire. Ce n'était pas la question principale de la réunion.
Évidemment, on a eu à effleurer la question parce qu'elle est nécessaire, mais la question trouve sa solution dans le respect de la loi des finances. La loi des finances qui a été votée par l'Assemblée nationale, promulguée par le chef de l'État, établit les lignes budgétaires. Il est seulement question de les appliquer. Ce qui était important, c'est cette collaboration, ces échanges permanents entre les deux institutions pour déjà aborder certaines questions qui feront ou feraient l'objet des débats dans les jours qui arrivent lors de la session budgétaire et savoir prendre une position par rapport à tout ce que traverse le pays en ce moment. La loi des finances qui a été votée par l'Assemblée nationale et promulguée par le chef de l'État établit les lignes budgétaires. Il est seulement question de les appliquer et tout le monde sait à quoi s'en tenir. Changeons cette fois-ci de chapitre pour aborder cette fois-ci le question lié à la justice en République démocratique du Congo. Il s'est ouvert vendredi dernier à la haute cour militaire de Kinshasa-Gombe le procès du président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Révivé une fois de plus en image le temps fort de cette première audience. Suivez. 9 griefs sont à charge de l'ancien président congolais Joseph Kabila Kabange, jugé notamment pour crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, participation à un mouvement insurrectionnel, homicide international par balle, trahison, apologie, viol, torture, déportation et occupation à la force ouverte de la ville de Goma dans la province de Nord Kivu dans l'est du pays. Toutes ces accusations ont donné lieu à l'ouverture solennelle du procès opposant l'ex-chef de l'État congolais au ministère public ce vendredi 25 juillet à la haute cour militaire de Kinshasa-Gombe. Absent à la première audience consacrée à l'instruction du dossier, l'affaire est renvoyée au 31 juillet prochain à 10 h. Dans sa famille politique, ce procès est qualifié d'une décision politique du régime en place et non un procès. Rappelons que les immunités de Joseph Kabila Kabange ont été levées par le Sénat le 22 mai dernier des suites d'une procédure judiciaire initiée par l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo. Et ces procès visent à examiner les accusations graves portées contre Joseph Kabila. Restons dans le même chapitre consacré à l'ouverture du procès de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, à la haute cour militaire de Kinshasa-Gombe. Beaucoup d'interrogations sur son absence lors de cette première audience. Suivez à cet effet le patron de la justice congolaise en RDC. Regardez. Comme vous le savez, la justice ne négocie pas, elle ne dialogue pas et le calendrier de la justice est différent du calendrier politique. Aujourd'hui s'ouvre devant la haute cour militaire le procès qui oppose le ministère public au prévenu Joseph Kabila Kabange. Et il est de notre devoir, en tant que ministère de la Justice, de conduire les avocats qui ont reçu le mandat de faire la constitution des partis civils pour le compte de la République. C'est cela le sens de ce procès pour la République. Maintenant, la justice va faire son travail en toute indépendance et nous connaîtrons ensemble l'issue du procès. Parlons cette fois-ci de la gestion de la mégapole quinoise. C'est samedi 26 juillet 2025. Le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Edie Limolangi, a procédé au lancement des travaux d'assainissement et la lutte contre le marché ainsi que le garage pirate à travers la ville-province de Kinshasa. Passons cette fois-ci à autre chose. La gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a procédé vendredi dernier au lancement officiel de l'opération de capture des données en vue de l'obtention du nouveau passeport biométrique. Suivez.
À partir de Kolwezi, tout le Lualaba pourra acquérir les nouveaux passeports biométriques conformes aux normes internationales de sécurité. C'est vendredi 25 juillet 2025, dans la salle de conférence de l'hôtel du gouvernement, la gouverneure de province a lancé officiellement l'opération des captures en présence du vice-président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Archimède Kalassa, de quelques députés provinciaux, des membres du gouvernement provincial ainsi que ceux de son cabinet. Alain Koji, chef des centres de capture de passeports au Lualaba, a tenu à remercier la chef de l'exécutif provincial pour les moyens mis à leur disposition qui ont permis au Lualaba d'être la première province à lancer cette opération de capture de nouveaux passeports biométriques après la ville-province de Kinshasa. Je voudrais saluer ici le travail acharné de l'autorité suprême de l'État qui a mis sur pied une réforme ambitieuse qui a abouti entre autres à la mobilisation des équipes afin que la numérisation de la procédure de l'obtention des passeports soit mise sur pied. C'est également dans cet élan que son Excellence Madame le gouverneur du Lualaba, dans son souci de soutenir la vision du chef de l'État, a accepté de lancer officiellement l'identification et la capture des données identitaires pour l'obtention des nouveaux passeports biométriques dans notre province. Fifi Masuka Saini a salué l'engagement ferme du chef de l'État Félix Tshisekedi pour son implication dans la modernisation de l'administration publique, ce qui a permis à la République démocratique du Congo de se repositionner sur le plan international avant d'inviter tous les services étatiques à sensibiliser la population à venir se procurer ces nouveaux passeports biométriques. Je rends mes hommages le plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour son attention soutenue sur la redynamisation de l'administration dans notre pays. L'identification des citoyens est un exercice primordial et très important. À cette occasion, j'invite tous les citoyens du Lualaba à s'arranger pour se procurer de nouveaux passeports biométriques. Ainsi dit, je déclare officiellement lancé la délivrance des passeports biométriques au Lualaba. L'enregistrement pour acquérir le nouveau passeport biométrique se fera désormais en ligne, a souligné le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité Rokaomba Mayonde Philippe, qui a également remercié Fifi Masuka Saini pour la matérialisation de cette procédure. Ainsi au Lualaba, c'est la première citoyenne Fifi Masuka Saini qui était la première personne à se faire enregistrer pour l'obtention de ces nouveaux passeports biométriques. Restons toujours dans cette partie que préfère de la République démocratique du Congo. Les autorités provinciales s'activent pour assurer la bonne administration à la tête de cette province. Regardez. 2 heures de temps pour parcourir les 145 km du tronçon de la route nationale numéro 1 allant de Ngouba à Lubudi, chose inimaginable il y a encore peu. Voilà ce que les travaux y réalisés par Cisco SA et ses sous-traitants sous l'encadrement de l'Agence congolaise des grands travaux permet déjà depuis le mois de mai dernier. Le ministre d'État, ministre des Travaux publics, Alexis Gisaro Mouvouni, s'en est rendu compte ce mardi 10 juin aux côtés du partenaire chinois Cisco lors de sa visite du projet en compagnie des services de sa tutelle dont le BTC qui fait la mission de contrôle et la CGT, son maître d'ouvrage délégué. Les 26 premiers kilomètres allant du PK0 au village Mwendamukose se transforment peu à peu grâce à l'entreprise Sino Hydro. La terre disparaît et fait place à un revêtement en enduit monocouche qui sera recouvert sous peu d'une couche de roulement en béton bitumineux. Plusieurs ouvrages de franchissement, comme des passages sous route, sont construits de manière définitive, à l'image ici du pont d'Ipeta, où le ministre a marqué le premier arrêt de la visite du jour, recevant les explications de la chef de la mission de surveillance de la CGT, l'ingénieur Betty Kaembe. Dans les traversées des grandes agglomérations, systématiquement, des caniveaux en moellon sont construits pour un drainage harmonieux des eaux. Ayant ainsi roulé aisément jusqu'à atteindre le territoire de Lubudi, Alexis Gisaro, qui avait lui-même lancé ses travaux au mois de juin 2024, salue ici ses avancées, félicitant au passage l'Agence congolaise des grands travaux, le BTC ainsi que Cisco pour cet engagement à donner corps à la promesse du chef de l'État de doter le pays de cette importante route pour son développement. Nous sommes heureux d'être ici dans le territoire de Lubudi, pour constater effectivement que
l'état d'avancement est satisfaisant. Ce projet est un projet capital pour nous parce que à l'achèvement de ce projet, nous allons connecter toute la route nationale numéro 1. À l'approche de la cité de Lubudi, c'est Greg 7 qui travaille. Revenons sur la question de l'éveil de la conscience de la jeunesse congolaise pendant cette période marquée par des tensions sécuritaires qui secouent la partie orientale la plus richissime de la République démocratique du Congo. Dans ces cadres, l'opposant congolais Martin Fayulu Madidi était en conférence avec les étudiants de l'ULK. Regardez. Incompétence des dirigeants. On parle des compétences. Est-ce que les dirigeants sont compétents? Si vous n'êtes pas compétent, vous ne pouvez rien faire. Et c'est ce que vous voyez ici. Pourquoi nous avons des embouteillages à Kinshasa, dans le Congo central? Pensez-vous qu'on ne peut pas résoudre ces embouteillages, même avec peu d'investissement? Juste la volonté. Et j'ai toujours dit, si aujourd'hui vous mettez dans tous les croisements, vous mettez les robots, c'est-à-dire les feux de position, et vous demandez aux gens d'être disciplinés parce que 60% d'embouteillage, ça vient au fait que les automobilistes sont indisciplinés. On arrive au feu, celui-là veut passer, celui-ci, ainsi de suite, il y a croisement. Vous mettez le feu de position et vous disciplinez les gens et vous mettez ce qu'on appelle ici les policiers de roulage et avec des contraventions. L'État va gagner beaucoup d'argent. Je vous donne l'exemple. Vous embauchez 3000 jeunes, vous les formez et vous leur dites 4 dans chaque croisement. Vous mettez 300, 500 croisements. Et vous allez voir demain. Et vous mettez des gens avec des contraventions. La ville de Kinshasa, la ville de Paris, chaque année, gagne combien de milliards d'euros de contraventions? La ville de Washington n'a pas beaucoup de revenus, elle vit grâce aux contraventions. Vous mettez des contraventions ici pour trouver de l'argent, payer ces jeunes gens, et vous allez voir, les embouteillages vont se régler. Et après, vous allez aller dans des investissements, arranger les artères, créer de nouvelles routes, ainsi de suite. Donc, incompétence des dirigeants, j'ai insisté seulement sur ce point. J'ai fait des tweets déjà pour dire voici ce qu'on peut faire. Mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que les gens pensent à autre chose. Rendons-nous cette fois-ci en province Ituri vers la réhabilitation des structures aéroportuaires dans les territoires de Djougou et Aru. Objectif, favoriser les actions sécuritaires et logistiques pour assurer la bonne administration pendant cette période marquée par la crise sécuritaire dans cette partie du pays. Suivez. Militaire de l'Ituri et la chef de la mission Médecins sans frontières en RDC s'est apaisantie sur la réhabilitation des structures aéroportières comme celle de Mungwalu, Reti et autres, affirme Stéphane Housser, chef du projet MSF à Bunia. C'était aussi une visite pour discuter avec lui des problèmes d'accès que peut rencontrer Médecins sans frontières dans ses activités en Ituri, notamment pour demander où en sont la réhabilitation de pistes d'atterrissage pour nous permettre de mieux accéder à nos projets. Oui, bien sûr, tout à fait. Donc nous sommes déjà, c'était une question que nous lui avions déjà soumise, nous restons en contact, donc nous suivons juste l'avancement avec lui. Ce sont les pistes de Mungwalu, de Reti et surtout de Adi, où nous avons en ce moment un projet d'urgence qui est installé depuis un mois pour recevoir les réfugiés sud-soudanais qui rentrent donc dans la province, sur le territoire d'Aru. Pour y arriver, Madame Asiata Magome Dova, chef de cette mission MSF en RDC, a laissé entendre que la collaboration avec l'administration militaire est un impératif absolu. Médecins sans frontières continuent leurs projets et les activités de santé à Ituri. Et nous avons actuellement donc 3 projets en cours à Drodro, à Ngomo et à Adi. Et nous avons la capacité de faire plus selon les besoins de la population. Et tout dépend de l'accès, comme ça a été déjà mentionné. C'était aussi le sujet de notre conversation et discussion concernant les sites d'atterrissage, donc pour faire plus et rester auprès des populations de l'Ituri. La question liée à l'accès pour les habitants, à la sécurité et aux soins de santé de qualité a été également évoquée entre les deux personnalités.
Une situation possible étant donné que plusieurs axes routiers sont accessibles et sécurisés sur l'ensemble de la province de l'Ituri. Prenons à présent cette information. Les membres et délégués de l'administration publique de finances ont pris part vendredi 25 juillet 2025 au CEPAS de Kinshasa à un point de presse organisé par le premier vice-président de cette structure, André Maboucha Lumanisha. Au centre de ces discussions, le rôle et la fonction de l'intersyndicale des finances. Voici dans ces reportages signés par votre rédaction. Il s'est tenu un point de presse ce vendredi 25 juillet 2025 au CEPAS de Kinshasa organisé par la délégation syndicale du ministère des Finances sous la conduite de son premier vice-président André Maboucha Lumanisha et 7 autres syndicats en vue d'apporter des éclaircissements sur la situation que prévaut au niveau de l'intersyndicat de l'administration publique des finances. Prenant la parole, André Maboucha, président de l'Union syndicale du Congo, a commencé par remercier la participation des agents et fonctionnaires de l'État congolais. C'est dans cette même perspective que le premier vice-président a rappelé le désordre qui s'observe entre la délégation syndicale et l'intersyndicale du secteur financier. À l'ordre du jour, la clarification sur le rôle et fonction de l'intersyndicale, la position de la délégation syndicale sur la situation. En effet, la délégation syndicale a eu le regret pour le comportement de 2 syndicats, nous citons Mufwembe et Kassindi, pour avoir organisé une réunion illégale en réunissant les agents et fonctionnaires de l'administration publique. Pour mettre de l'ordre, la dite délégation et le membre du syndicat ont décidé d'écarter les 2 syndicats qui ont démontré un comportement mafieux qui viole les textes légaux. Est-ce que vous, les agents et cadres de l'administration des finances, vous renouvelez la confiance dans le bureau, il y a délégation syndicale où ils allaient awa présent. Bondimike, ba syndicat mi balewana. To continuer ko travailler na bango, to pe lelo balongwa. Biso basali nabino to prendre acte. Tozo comme sa message auprès ya partenaire nabiso direct azali ministre ya finance qui a daté d'aujourd'hui. Au lieu de la 10 syndicats, tu gagnes combien? Un mémorandum a été déposé au cabinet du ministre des Finances d'Oufamba par les agents de la délégation syndicale pour démontrer leur mécontentement de l'attitude des 2 membres du syndicat. À leur sortie, le délégué syndicaux se sont exprimés devant le chevalier de la plume ainsi que l'opinion publique pour leur rassurer que le mémorandum a été reçu par les membres du cabinet du ministre des Finances et qu'une suite favorable pourrait s'en suivre. Nous venons de déposer un mémo. C'était sur base d'une assemblée générale que nous venons de tenir aujourd'hui et qu'il y a là-dedans, il y avait une décision prise par l'assemblée, représentée par les agents de l'administration des finances. Tout ce qui a été écrit là-bas, c'est ainsi que nous sommes venus déposer leurs desiderata ou les mémos, les décisions qui sont prises lors de cette assemblée-là. C'est les choses que nous venons de faire. Dans la même lignée, une déclaration a été lue par le premier vice-président de la délégation syndicale de finances, André Maboucha Lumanisha. Regardez. En date du 1er juillet 2025, la délégation syndicale était surprise de constater qu'une correspondance dont le président de l'intersyndicale de l'administration des finances attribue l'intérim de la présidence de l'intersyndicale à une personne de sa convenance personnelle, à savoir le camarade Mufwenge Kapai Anselme. Partant du soi-disant intérim, laissé au camarade Mufwenge Kapai Anselme, que la délégation syndicale qualifie d'illégale puisque faite en violation des textes. Ces derniers
s'est permis de convoquer en date du 25 juin 2025 une réunion extraordinaire de l'intersyndicale de l'administration des finances. Pire encore, le camarade Moufouende Kapai Anselme s'est permis d'apposer sa signature au procès verbal de la dite réunion comme président à l'intérim de l'intersyndicale de l'administration des finances. Il se dégage de cette désignation une violation grave et flagrante des dispositions de l'arrêté 001/2012 portant proclamation des élections syndicales organisées au ministère des Finances, alors que les résultats proclamés ont tenu compte de l'ordre d'arrivée des organisations syndicales ayant obtenu plus de voix lors des élections syndicales de l'administration organisée dans l'administration des finances, dont le syndicat SCAF était classé premier suivi du syndicat INTC. Il ressort des textes précités des principes d'usage qu'en cas d'absence ou d'empêchement d'un représentant d'un syndicat, du syndicat SCAF ayant obtenu la majorité des suffrages lors des élections, il revient légalement et logiquement au syndicat INTC de couvrir cette absence ou empêchement, non le contraire. Il convient de souligner que l'empêchement par ordre d'arrivée des syndicats au sein de l'administration des finances ne relève pas d'un consensus. En météorologie, il faut savoir que demain dimanche 27 juillet 2025, dans la ville-province de Kinshasa, ce sera un beau soleil sans nuages. La température atteindra les 31 degrés Celsius, tandis qu'à l'après-midi, ce sera un beau soleil sans nuages avec une température qui atteindra les 31 degrés Celsius. Dans la soirée, les nuages seront absents. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette session d'information sur nos antennes. Vous étiez nombreux à nous suivre. Bien avant de vous quitter, place au rappel des titres. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, envisage engager la RDC dans un plaidoyer international pour la reconnaissance du génocide congolais. Il a fait cette déclaration lors de la 53e réunion du Conseil de ministres. Le précision dans ce journal. Controverse sur la toile autour de l'ouverture du procès de l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Que doit-on retenir de son absence lors de la première audience à la haute cour militaire? La classe politique congolaise s'interroge. Le précision dans quelques instants. C'est samedi 26 juillet 2025, le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Edie Limolangi, a procédé au lancement des travaux d'assainissement et la lutte contre le marché ainsi que le garage pirate dans la ville-province de Kinshasa. Nuit et jour, dans un combat acharné, sans relâche et sans faille. Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence, reste à l'écoute de l'actualité pour vous informer à temps réel et 24/24. D'ici là, portez-vous bien, excellente suite de programmes sur nos antennes. Je vous retrouve prochainement avec la même ferveur. Peu importe où nous allons, l'essentiel est d'être avec vous.